Au 3e mois de notre mariage, ma belle-mère a dit, votre appartement est une propriété familiale. Vous devez payer $1000 de loyer par mois. J'ai souri et j'ai répondu, dans ce cas, je retournerai simplement dans mon propre appartement. Mon mari a alors demandé. J'ai trouvé son message un mardi matin à 7h12, debout dans la cuisine de ce qui, on m'avait dit pendant 3 mois entiers, était notre maison. Le café était encore en train de couler. J'étais encore en robe de chambre, une chose en tissu éponge vert pâle que j'avais depuis avant le mariage, adoucie par sans lavage. Daniel était sous la douche. J'entendais l'eau couler à travers le mur, le grincement particulier du robinet qu'il voulait toujours réparer. Son téléphone a vibré sur le comptoir où il l'avait laissé, face visible, et je n'espionnais pas. Je veux que ce soit clair. Je ne cherchais pas. Il se trouvait juste que j'étais là et que son téléphone se trouvait juste là. Et l'écran s'est allumé avec un message d'un contact enregistré simplement comme maman et qui disait « Lui as-tu déjà dit ? Elle doit comprendre que c'est toujours notre propriété. Ne la laisse pas penser qu'elle a tous les droits. » J'ai pris la tasse de café. Je l'ai reposée. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas senti le sol bouger. J'ai ressenti quelque chose de plus froid et de plus précis que la panique, quelque chose qui s'est logé derrière mon sternum comme une pierre plate et lisse. J'étais marié depuis 93 jours. J'avais 31 ans. J'avais investi $72 000 de mes propres économies dans cet appartement, qui était actuellement au nom de mon mari, et que sa mère qualifiait maintenant de « notre » propriété, c'est-à-dire la sienne et celle de son fils, et pas du tout la mienne. J'ai pris une photo de l'écran avec mon propre téléphone. J'ai reposé son téléphone exactement là où il était. Et au moment où Daniel est entré dans la cuisine, les cheveux encore humides, j'étais debout à la fenêtre avec mon café, regardant la lumière du matin filtrer. Et je pensais déjà à ce que je devais faire en premier. C'est comme ça que ça a commencé. Pas par une scène, pas par des pleurs, mais par une photographie et une liste. Parce que voici ce qu'il en est de Patricia Mercé. C'est ma belle-mère, Patricia Anne Mercé, 63 ans, administratrice d'école à la retraite, pilier de sa communauté paroissiale à Westlake, Ohio, et détentrice d'opinions très arrêtées sur les droits de propriété et le rôle approprié d'une belle-fille. Elle avait préparé ce message pendant des mois. Je ne m'étais juste pas permis de le voir assez clairement pour le nommer. Et Daniel, mon mari depuis 93 jours, Daniel Christopher Mercé, 34 ans, chef de projet dans une entreprise de construction, l'homme qui m'avait dit avant notre mariage que sa mère était juste protectrice, juste un peu démodée, juste un peu intense. Elle finirait par s'habituer. Daniel s'était interposé entre sa mère et la réalité pendant toute sa vie d'adulte, et il n'avait jamais, pas une seule fois, préféré la vérité au confort du mensonge. Je suis Nora Callahan Mercé. Mon nom avant de l'épouser était Nora Callahan. J'ai grandi à Akron, à 40 minutes de Westlake. Mon père était entrepreneur, ma mère enseignante. J'ai un diplôme en comptabilité de l'Ohio State et un deuxième en planification financière que j'ai obtenu en ligne tout en travaillant à temps plein. Car j'ai toujours cru que savoir exactement où est l'argent et où il va fait la différence entre être en sécurité et être à la merci de quelqu'un d'autre. Je travaille comme analyste financier senior pour une entreprise régionale de soins de santé. J'ai été discipliné avec l'argent toute ma vie d'adulte, non pas parce que j'étais riche. Nous n'étions pas riches en grandissant, mais parce que j'ai vu ma mère compter des coupons d'épicerie à la table de la cuisine, et je me suis promis que je ne serais jamais comme ça. Au moment où j'ai rencontré Daniel, j'avais un compte d'urgence entièrement provisionné, un compte de retraite auquel je cotisais depuis mes 24 ans, et un compte d'épargne avec un peu plus de $80 000 dedans, construit à partir de rien, dollar par dollar, sur 7 ans. Je vous dis cela non pas pour me vanter. Je vous dis cela pour que vous compreniez exactement ce qui était en jeu lorsque Patricia Mercé m'a regardé, 3 mois après mon mariage, et a décidé que ce que j'avais construit était à elle de gérer. Daniel et moi nous étions rencontrés lors d'une conférence professionnelle à Columbus 2 ans avant le mariage. Il était charmant, de cette manière facile et sans effort que certains hommes ont. Un sourire qui arrive une demi-seconde avant que le reste de son visage ne le rejoigne. Une façon de vous accorder toute son attention qui, au début, donnait l'impression d'être étreinte. Il était drôle. Il se souvenait de petites choses que je mentionnais. Lors de notre 3e rendez-vous, il a évoqué un livre que j'avais dit aimer en passant, et il en avait lu 50 pages. Je pensais que c'était de l'amour. Je pense maintenant que c'était de la stratégie,
mais je ne suis pas certaine qu'il ait été suffisamment conscient de lui-même pour appeler cela délibéré. Certaines personnes charment parce qu'elles en ont besoin. Daniel était ce genre de personne. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois avant qu'il ne me demande en mariage. La demande a eu lieu dans un restaurant à Cleveland, un endroit chic, avec des nappes blanches, le genre d'endroit pour lequel on économise. Et j'ai dit oui parce que je l'aimais et parce que je croyais que ce que nous avions était honnête. Je croyais que nous voulions les mêmes choses. Je croyais que l'homme que je fréquentais depuis plus d'1 an était l'homme réel, pas une performance d'homme. J'ai rencontré Patricia pour la première fois lors de notre 2e rendez-vous. Non pas parce que Daniel l'avait amené, mais parce qu'elle a appelé 2 fois pendant le dîner et qu'il s'est éloigné de la table à chaque fois. La 3e fois qu'elle a appelé, il a laissé la messagerie vocale prendre le relais. Et quand j'ai demandé plus tard qui c'était, il a dit que c'était sa mère. Elle s'inquiète. Ça va. J'ai classé cela dans les choses que je notais mais que je ne savais pas encore nommer. Au moment de nos fiançailles, j'avais rencontré Patricia une 12aine de fois peut-être. C'était une femme aux opinions précises et au silence éloquent. Elle me souriait d'une manière qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Elle posait des questions sur ma famille avec le même ton que celui que l'on utiliserait pour demander si quelque chose dans le réfrigérateur était encore bon. Elle a fait référence à l'ancienne petite amie de Daniel, une femme nommée Cassandra, dont j'avais entendu parler par Daniel exactement une fois et plus jamais après, comme son premier grand amour. Et elle me l'a dit en face à Pâques d'une manière suffisamment soigneusement formulée pour ne pas être tout à fait grossière. Daniel n'a jamais rien dit. Il a passé les plats et a changé de sujet. Je veux être honnête sur quelque chose. J'ai vu les signes. Je suis une analyste formée. Je regarde les chiffres et les modèles pour gagner ma vie. Je savais quand un ensemble de données me montrait quelque chose de vrai. Et ce que les données concernant Patricia Mercé me montraient depuis le tout début, c'est qu'elle considérait son fils comme une possession et ses relations comme une menace pour cette possession. Je l'ai vu. J'ai choisi de croire que le mariage changerait les choses. Que ma présence dans sa vie deviendrait un fait qu'elle devrait accepter avec le temps. Je me suis trompé à ce sujet. Non pas de la manière de quelqu'un qui n'avait aucune information. Trompé de la manière de quelqu'un qui avait des informations et a décidé d'être optimiste à la place. Daniel et moi avons acheté l'appartement. Je dis « acheté » parce que 72 000 $ de mon argent y ont été investis, bien qu'il ait été titré uniquement à son nom en raison de ce qui m'a été expliqué à l'époque comme une technicalité d'approbation hypothécaire qui serait résolue après la clôture, 8 mois avant le mariage. C'était un logement de 1200 pieds carrés dans un immeuble à Lakewood, une banlieue ouest de Cleveland que j'avais spécifiquement choisi parce qu'elle était proche de mon bureau, proche d'un parc que j'aimais, et assez éloignée de Westlake pour que Patricia ne vienne pas à l'improviste. L'appartement avait une 2e chambre que je prévoyais d'utiliser comme bureau à domicile. Il avait un balcon où je cultivais des tomates en pot pendant l'été. J'avais peint la cuisine d'une couleur appelée Warmstone, que j'avais choisi parmi 17 échantillons de couleurs sur 2 week-ends. J'avais choisi les luminaires. J'avais accroché chaque œuvre d'art sur ses murs. J'aimais cet appartement. Je veux que vous compreniez cela non pas parce qu'il était impressionnant ou cher, mais parce qu'il était le mien d'une manière qui allait plus loin que le titre de propriété. J'avais construit une vie à l'intérieur de ces murs. Et puis j'avais invité quelqu'un à la partager. Et quelque part dans le processus d'épouser cette personne, la chose que j'avais construite avait été discrètement reclassifiée dans le registre de quelqu'un d'autre comme leur appartenant. Les mois entre le mariage et ce mardi matin furent une lente accumulation de petits empiètements. Patricia est venue à l'improviste 3 fois. Chaque fois, Daniel l'a laissé entrer sans m'envoyer de message d'abord. La première fois, je suis rentré d'une course pour la trouver dans ma cuisine en train de réorganiser mes placards. J'ai dit quelque chose de léger à ce sujet et Daniel a dit qu'elle essayait juste d'aider. Nora, n'en fais pas toute une histoire. La 2e fois, elle a apporté des plats de cocotte qu'elle a dit vouloir stocker chez nous parce que sa propre cuisine était encombrée. Daniel l'a aidé à les transporter. La 3e fois, elle est arrivée pendant que j'étais en appel professionnel et Daniel l'a divertie dans le salon pendant 2 heures. Et quand je suis sorti, Patricia a regardé la porte fermée de mon bureau à domicile avec une expression que je ne peux décrire que comme délibérée et a dit « Je suis contente que tu gardes la 2e chambre libre ». Daniel a toujours prévu d'utiliser cette pièce pour une chambre de bébé. Daniel, à sa décharge, a eu l'air légèrement mal à l'aise, mais il n'a pas dit « En fait, Nora utilise cela comme bureau »,
et elle peut en faire ce qu'elle veut. Il a dit, oui, nous n'en avons pas encore vraiment parlé. Il lui a donné un, peut-être, au lieu d'un, non, et elle l'a emporté avec elle comme un acompte. Mais ce fut une conversation que je n'étais pas censé entendre qui a tout changé. 3 jours avant qu'elle n'envoie ce message, j'étais rentré tôt du travail, une migraine qui ne voulait pas céder à 14 heures, ce qui était rare pour moi. Daniel ne savait pas que j'étais déjà à la maison. Il était au téléphone dans la 2e chambre, la porte n'était pas tout à fait fermée, et je l'ai entendu dire, « Je sais, maman. Je sais. Donne-moi juste du temps. » Elle n'a pas besoin de tout savoir sur la structure de l'achat. L'accord était entre nous. Elle a signé ce qu'elle a signé. Je suis resté dans le couloir, mes clés encore à la main. Elle a signé ce qu'elle a signé. J'ai posé mon sac silencieusement. Je suis allé à la cuisine. J'ai pris un verre d'eau. Je me suis assise au comptoir et j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché les documents de clôture de l'achat de l'appartement. J'avais des copies de tout. Je garde toujours des copies de tout dans un compte cloud auquel je n'ai jamais partagé l'accès avec personne, pas même Daniel. Je les ai relus et j'ai trouvé ce que j'avais négligé il y a 14 mois, quand j'étais amoureuse et pressée et que je faisais confiance ou une clause dans l'accord d'achat ajoutée par l'agent du vendeur à la dernière minute. Dont on m'avait dit qu'elle était une formule standard et que j'avais signé sans examen adéquat. Ce n'était pas standard. Ce n'était pas standard du tout. Je n'ai rien dit à Daniel cette nuit-là. Il est sorti de la 2e chambre 20 minutes plus tard et m'a embrassé le sommet de la tête, me demandant si je me sentais mieux. J'ai dit, un peu. Il a fait des pattes. Nous avons regardé quelque chose à la télévision et je me suis assise à côté de lui sur notre canapé dans notre appartement et j'étais déjà, dans une partie profonde et silencieuse de mon esprit, complètement ailleurs, quelque part calme. Organisé et précis où je lisais des documents et prenais des notes et calculais exactement l'étendue des dégâts et si c'était récupérable. Le message de Patricia le mardi suivant n'a pas été une surprise. C'était une confirmation. Et quand elle s'est assise en face de moi 6 jours plus tard dans ma propre cuisine, Daniel à sa droite et ses mains jointes sur ma table et un sourire qu'elle avait clairement répété, et a dit de sa voix la plus raisonnable, « Nora. Je veux avoir une conversation honnête avec toi au sujet de l'appartement. » J'étais prête. Elle a exposé les choses avec une précision qui m'a fait comprendre qu'elle s'était exercée. L'appartement, a-t-elle dit, avait été acheté en partie grâce à un prêt familial qu'elle avait accordé à Daniel avant le mariage. Un prêt qui, a-t-elle dit, incluait une clause rendant la propriété partiellement grevée à son égard jusqu'à son remboursement. Elle ne cherchait pas à causer de problème. Elle voulait simplement établir qu'en tant que co-intervenante dans la propriété, elle avait certains droits, et ces droits incluaient, a-t-elle dit la tête penchée comme si elle expliquait quelque chose à un adulte raisonnable, une structure de paiement mensuel formelle à l'avenir. Pendant que Daniel travaillait à rembourser le prêt. Le montant qu'elle avait en tête était de $1000 par mois. Un loyer, l'a-t-elle appelé? Elle a effectivement utilisé le mot « loyer ». J'ai regardé Daniel. Il regardait la table. J'ai regardé Patricia. Son sourire était stable. Et j'ai dit très agréablement, parce que j'avais décidé il y a des mois de ne leur donner ni à l'un ni à l'autre le spectacle de ma rage, eh bien, si c'est un arrangement de location, alors je suppose que je retournerai simplement dans mon propre appartement. Il y a eu un silence. Le sourire de Patricia a vacillé. Daniel a levé les yeux et Daniel a dit, « Et je veux que tu comprennes », c'est la phrase qui a mis fin à toutes les questions restantes que j'avais sur qui il était et ce que notre mariage signifiait réellement pour lui et Daniel a dit, « Ton appartement, Nora, c'est ton appartement. Tu n'en as pas d'autre. » Il n'était pas cruel. Il était factuel. Il croyait sincèrement que je n'avais pas d'autre option. Il croyait que cet appartement était notre seule maison, que j'avais fusionné si complètement dans sa vie que je n'avais plus de base distincte sur laquelle me tenir. Il le croyait parce que Patricia l'avait conditionné à le croire et parce qu'il ne m'avait jamais posé les questions qui lui auraient révélé la vérité sur qui j'étais réellement. Je l'ai regardé un long moment puis j'ai dit, en fait, je n'ai jamais résilié le bail de mon studio à Tremont, ce qui était vrai. Je l'avais renouvelé discrètement en février en utilisant une adresse email différente et un prélèvement automatique depuis un compte personnel sur lequel Daniel n'avait aucune visibilité, la première semaine après avoir surpris son appel téléphonique. C'était 900 pieds carrés au 3e étage d'un immeuble que j'avais loué pendant 3 ans avant que nous achetions l'appartement ensemble. Ce n'était pas aussi bien que l'appartement que nous partagions. Il n'avait pas de balcon,
mais il était à mon seul nom, payé par moi seul, et Patricia Mercé n'y avait jamais mis les pieds. L'expression sur le visage de Patricia quand j'ai dit cela est quelque chose que je garderai quelque part, en secret et au chaud, pour le reste de ma vie. Elle n'avait pas préparé cette réponse. Ni Daniel. Je me suis levé, j'ai pris ma tasse de café, et j'ai dit, j'aurai besoin de quelques jours pour organiser mes affaires. En attendant, j'apprécierais que vous me fassiez savoir par écrit quelles sont les conditions réelles du prêt familial, y compris la date d'émission, le montant et la formulation de la clause que vous avez mentionnée. Mon avocat voudra l'examiner. Daniel a dit, ton avocat? Et j'ai dit, oui, Daniel, mon avocat. J'en ai un depuis la semaine qui a suivi la clôture. Je me suis dirigé vers la chambre pour commencer à faire une liste mentale. Je veux revenir un peu en arrière car vous devez comprendre depuis combien de temps cela se préparait et combien de fois je m'étais empêché de le voir clairement. Patricia Mercé n'avait jamais voulu que son fils m'épouse. Ce n'est pas une suspicion que j'ai développée après que les choses aient mal tourné. C'est quelque chose qui m'avait été dit indirectement par toutes les personnes qui nous connaissaient bien tous les deux. La cousine de Daniel, Rachel, une femme d'une trentaine d'années que j'ai immédiatement appréciée et qui avait l'affection particulièrement fatiguée de quelqu'un qui avait observé Patricia agir pendant des décennies, m'a dit lors de la fête de fiançailles dans la salle de bain du 2e étage. Tenant un verre de vin blanc, que Patricia l'avait appelé après la demande en mariage de Daniel et avait dit, je n'ai juste pas l'impression qu'elle lui convienne. En parlant de moi. Rachel me l'a dit non pas pour être méchante, mais parce qu'elle voulait que j'y aille les yeux ouverts. Elle a dit qu'elle faisait ça. Elle l'avait fait aussi avec Cassandra. Elle use les gens jusqu'à ce qu'ils partent. J'ai remercié Rachel. Je lui ai dit que je ne m'usais pas facilement. Je n'avais pas tort à ce sujet. Mais j'avais sous-estimé le terrain. Ce que Patricia voulait pour Daniel était, pour autant que je puisse en juger, deux choses contradictoires simultanément. Elle voulait qu'il soit en couple parce qu'un fils en couple était un fils stable et donc moins susceptible d'avoir besoin de choses d'elle. Et elle voulait que la partenaire soit quelqu'un qui s'inclinerait complètement devant elle et ne contesterait jamais sa position de femme principale dans sa vie. Elle ne voulait pas une belle-fille. Elle voulait une locataire reconnaissante. Quelqu'un qui sourirait au dîner de famille et lui demanderait des conseils sur les choses et ne ferait jamais, Daniel choisir. Le problème, c'était moi. J'étais constitutionnellement incapable de jouer le rôle dont elle avait besoin. Non pas parce que j'étais difficile. Je ne suis pas difficile. Je suis direct et il y a une différence. Mais parce que j'avais des opinions sur ma propre maison, mon propre argent et ma propre vie, et Patricia interprétait les opinions comme de l'opposition. Elle avait géré les petites amies de Daniel avant moi par une combinaison de critiques subtiles, de comparaisons stratégiques avec d'autres femmes, et la menace implicite que la stabilité émotionnelle de Daniel dépendait de son approbation. Cassandra avait duré 2 ans puis était partie, ce que Patricia considérait apparemment comme une victoire. La femme après Cassandra, dont le nom, j'ai appris de Rachel, était Bria, avait duré 8 mois et aurait pleuré lors d'un dîner de Thanksgiving après que Patricia ait fait un commentaire sur sa carrière, puis lui ait demandé si elle avait envisagé une autre coiffure. Daniel avait vu tout cela se produire. Il ne l'avait pas arrêté. Il l'avait expliqué, minimisé, s'était excusé en privé, puis n'avait pris aucune mesure en public. J'ai compris cela à son sujet avant de l'épouser. Je veux être honnête. Je l'ai compris et je l'ai épousé quand même parce que je croyais. Et c'est la partie qui me coûte de dire ça. Je croyais qu'il choisirait différemment pour une femme que pour une petite amie. Je croyais que la permanence légale du mariage lui donnerait une raison de me protéger qu'il n'avait pas eue auparavant. Je croyais que l'amour était une raison suffisante. Je me suis trompé sur ces 3 points. Ce que j'aurais dû comprendre, c'est ceci. Daniel Mercé était 40% de charme, 30% de bonnes intentions, et 30% le fils de sa mère, et ces 30% trouveraient toujours, un moyen de refaire surface lorsque les enjeux étaient réels. Laissez-moi vous parler du prêt. Daniel avait emprunté $40 000 à Patricia 5 mois avant notre mariage. Elle lui avait présenté cela comme un cadeau pour l'achat de l'appartement et il l'avait accepté comme tel, et m'avait dit que c'était ses propres économies. Il me l'avait dit directement. Je lui avais spécifiquement demandé combien de la mise de fonds venait de lui et il avait dit $40 000 et il l'avait dit facilement et je l'avais cru parce que nous étions fiancés et que je partais encore du principe que l'homme que j'allais épouser me disait la vérité sur l'argent.
Ce que Patricia lui avait réellement donné était un prêt personnel avec un accord manuscrit qui, selon elle, incluait maintenant la clause d'empiètement sur la propriété. La clause lui donnant des droits partiels sur l'appartement jusqu'au remboursement du prêt. Je ne savais pas que l'accord existait. On ne me l'avait jamais montré. Je ne l'avais pas signé. Mais ce que j'avais signé dans ce document de clôture que j'avais relu était une clause de reconnaissance générale que mon avocat d'alors avait été trop pressé d'expliquer et que Patricia était apparemment prête à soutenir qu'elle donnait un poids juridique à sa réclamation. C'est là que la formation compte. C'est là que 11 ans de lecture d'accords financiers et de savoir exactement à quoi ressemble la diligence raisonnable ont payé. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas rage. Je suis allé sur mon ordinateur portable. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à cataloguer les 40 000 $ qui venaient de Patricia, qui auraient dû m'être divulgués avant le mariage et ne l'ont pas été. Le titre de propriété détenu au seul nom de Daniel, dont on m'avait dit qu'il était temporaire et qui n'avait jamais été corrigé. La clause de clôture, que mon avocat me disait maintenant être mal rédigée et potentiellement contestable. La compréhension implicite que mes 72 000 $ m'avaient acheté une pleine copropriété, qui n'avait jamais été formalisée par écrit parce que j'avais fait confiance à mon mari, et faire confiance à mon mari avait été mon erreur la plus coûteuse. Je me suis assise à mon bureau dans mon bureau à domicile, la porte fermée, et j'ai tapé chaque chose que je savais par ordre chronologique avec des dates quand je les avais, et je l'ai envoyé à mon avocate, une femme nommée Karen Bloom, 47 ans, basée à Beechwood, Ohio. Avec 22 ans d'expérience en droit matrimonial et immobilier, que j'avais appelé pour la première fois parce que Rachel m'avait donné son numéro en disant « et juste une consultation au cas où ». Ça ne veut rien dire. J'ai eu la consultation. J'avais gardé Karen sur appel depuis février. Elle savait tout ce que je savais. Quand j'ai parlé à Karen de la demande de loyer de Patricia et de ma réponse, il y a eu une longue pause au téléphone. Puis elle a dit « bien. Vous n'avez rien accepté par écrit ». J'ai dit « non ». Elle a dit « encore mieux. Quand pouvez-vous venir ?» J'ai dit « demain matin, 7h30 ». Elle a dit « apportez tous les documents financiers auxquels vous avez accès ». J'ai dit « je les ai tous ». Une autre pause. Puis Karen a dit « vous savez, je fais ça depuis 22 ans, et la plupart de mes clients viennent me voir 6 mois trop tard. Vous êtes arrivé exactement à temps. Je me suis rendu à mon studio de Tremont ce soir-là avec 2 sacs de vêtements et une boîte de papier personnel que j'avais discrètement déménagé au cours des 6 semaines précédentes, des choses qui m'appartenaient, des documents, des dossiers, un petit tableau que ma mère m'avait donné. Le disque dur externe avec mes dossiers financiers personnels. J'avais préparé ce départ par étapes pendant des semaines sans que Daniel ne s'en aperçoive, car Daniel prêtait très peu d'attention au contenu de mon bureau à domicile et encore moins à ce que je déplaçais dans et hors des boîtes que je lui disais être des dons. Le studio sentait la solution de nettoyage que j'utilisais sur les sols et la chaleur particulière d'un espace qui attendait. J'ai posé mes sacs. J'ai fait du thé. Je me suis assise par terre, le dos contre le canapé, j'ai regardé le plafond et je me suis autorisé à ressentir pour la première fois depuis des semaines le poids total de ce qui s'était passé. J'avais épousé quelqu'un qui m'avait menti au sujet de l'argent. Pas de manière imprécise, pas seulement par omission, mais délibérément. Il m'avait regardé pendant nos fiançailles, une période où nous planifions de construire une vie ensemble, quand je contribuais 72 000 $ à une propriété commune, quand je prenais des décisions basées sur la compréhension que nous étions honnêtes l'un envers l'autre. Et il avait menti sur la source de sa mise de fonds et les conditions qui y étaient attachées. Il avait menti parce que sa mère lui avait dit de le faire ou parce qu'il avait peur de ce que je dirais. Et les 2 explications sont également accablantes. Un homme qui ment parce qu'on lui dit de le faire n'est pas un partenaire. Un homme qui ment pour éviter une conversation difficile n'est pas un partenaire. Un homme qui permet à sa mère de lui donner une laisse déguisée en cadeau et ensuite d'épouser quelqu'un sans le lui dire, cet homme n'est pas un partenaire. Et Patricia. Patricia, qui m'avait souri lors du dîner de Pâques et m'avait posé des questions sur ma famille avec cette immobilité évaluatrice. Patricia, qui avait transporté des plats de cocotte dans mon appartement et appelé cela de l'aide. Patricia, qui avait planifié cela, le prêt, la clause, la réclamation éventuelle avant même que le gâteau de mariage ne soit coupé. Patricia n'était pas une personnalité difficile ou une belle-mère autoritaire qui voulait bien faire et se montrait trop forte. Patricia était une femme qui avait délibérément conçu un piège financier et avait ensuite attendu le bon moment pour le déclencher. Elle avait passé 63 ans à devenir très bonne à cela.
Elle pensait que 93 jours suffiraient pour que je sois assez installé pour paniquer quand le sol bougerait. Elle ne savait pas qui j'étais. J'ai mieux dormi dans ce studio que je ne l'avais fait en 3 mois. Le lendemain matin, j'étais au bureau de Karen à 7h30 avec tous les documents que j'avais. Karen est une petite femme aux cheveux argentés coupés courts et à l'expression que j'en suis venu à considérer comme une neutralité agressive. Elle ne révèle rien, ni approbation, ni inquiétude, ni surprise. Elle se contente de traiter les informations et d'élaborer une stratégie. Elle a parcouru tout ce que j'avais apporté, a posé 17 questions précises, puis s'est assise et a dit « Voici où nous en sommes ». Voici où nous en étions, le fait que Daniel n'ait pas divulgué le prêt de Patricia avant notre mariage était juridiquement significatif, en particulier compte tenu de ma contribution financière à la propriété. La situation du titre de propriété était corrigeable, mais elle nécessitait la coopération de Daniel ou une ordonnance du tribunal. La clause de clôture sur laquelle Patricia s'appuyait était au mieux ambiguë et probablement inapplicable, mais la contester serait long et coûteux. L'accord de prêt, que je n'avais pas encore vu dans sa forme originale, devait être obtenu par voie de découverte avant que toute conclusion ne puisse être tirée. Et la chose la plus importante, la chose que Karen a dite 2 fois et avec emphase, était que j'avais contribué 72 000 $ à une propriété qui était titrée au nom de mon mari, et que cette contribution était documentée et traçable et créait une très forte revendication légale. Indépendamment de ce que tout accord manuscrit entre Daniel et sa mère disait. Puis Karen a dit, voulez-vous arranger le mariage ou voulez-vous vous protéger? J'ai dit, je veux me protéger. Elle a hoché la tête comme si j'avais dit quelque chose qu'elle attendait. Ce à quoi cela ressemblait, c'était ceci, une lettre formelle à Daniel rédigée par Karen lui demandant de fournir une divulgation complète de tous les arrangements financiers liés à l'appartement. Y compris l'accord de prêt avec Patricia, une demande simultanée de correction du titre de propriété pour refléter ma copropriété étant donné ma contribution documentée, un avis de conservation à Daniel et Patricia indiquant que toute action ultérieure liée à la propriété, y compris toute tentative de percevoir un loyer ou d'exercer des droits de gestion, serait traitée comme juridiquement actionnable, et, selon ce que nous trouverions dans les documents, un examen formel de la question de savoir si le fait de ne pas divulguer le prêt avant le mariage constituait une fraude. Ce dernier mot, fraude. Karen l'a dit simplement, sans emphase. La façon dont on prononce un mot quand on a besoin que la personne en face comprenne qu'on décrit une chose réelle et non une métaphore. Daniel a reçu la lettre de Karen un jeudi. Il m'a appelé 4 fois entre 9h et 11h ce matin-là. Je n'ai pas répondu. J'ai envoyé un SMS une fois, veuillez adresser toute question à Karen Bloom. Ses coordonnées figurent dans la lettre. Il s'est présenté à mon bureau à 12h30. Je l'ai rencontré dans le hall de l'immeuble. Je ne l'ai pas fait monter à l'étage. Je me suis tenu près de la porte, ma lanière de badge sur l'épaule, et j'ai écouté ce qu'il disait. Il ne criait pas. Il faisait quelque chose de plus inconfortable que crier. Il me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Quelque chose entre la peur et la honte spécifique d'un homme à qui l'on a enfin demandé des comptes sur quelque chose qu'il espérait ne jamais voir le jour. Il a dit, j'allais te le dire. J'ai dit, quand? Il n'a pas répondu. Il a dit, ma mère m'a convaincu que tout irait bien, que ce n'était qu'une formalité. J'ai dit, ta mère t'a convaincu de dissimuler un prêt à la femme que tu as épousée. Il a regardé le sol, puis il a levé les yeux et a dit, je t'aime, Nora. J'ai dit, je sais, mais ce n'est pas la question que je te pose. Je suis retourné à l'intérieur. J'ai déjeuné à mon bureau. J'ai appelé Karen et je lui ai parlé de la conversation dans le hall, ce qu'elle a noté. Ce qui a suivi a été 3 semaines de documentation croissante. Daniel, à sa décharge, si le mot « décharge » convient à un homme qui fait le strict minimum, n'a pas détruit ni dissimulé l'accord de prêt lorsqu'il lui a été demandé de le produire. Il l'a remis via Karen, et quand je l'ai lu pour la première fois, assise à la table de conférence de Karen un vendredi après-midi, j'ai senti le froid s'installer à nouveau en moi, comme ce matin-là avec le café et le téléphone vibrant. L'accord était composé de 2 pages manuscrites. Il était daté de 9 mois avant notre mariage. Il listait 40 000 $ comme un prêt à intérêt zéro, remboursable quand Daniel jugerait en avoir les moyens, et il contenait une clause, 4 phrases écrites de la main de Patricia, stipulant qu'en cas de désaccord entre Daniel et tout co-occupant de la propriété, Patricia conservait le droit d'agir en tant que partie prenante médiatrice et de recevoir un paiement mensuel reflétant sa contribution financière jusqu'au remboursement du prêt.
Le mot « loyer » n'apparaissait pas dans ces 4 phrases. L'expression « paiement mensuel » figurait, le chiffre 1000 était écrit sur une ligne à part, souligné. Elle avait écrit la clause elle-même. Elle l'avait écrite 9 mois avant mon mariage, avant que je n'ai contribué un seul dollar à cet appartement. Elle l'avait écrite en anticipant exactement ce scénario, puis avait aidé son fils à le cacher pendant que je signais les documents de clôture et remettais 72 000 $. Karen a dit, cette clause n'est pas juridiquement contraignante pour vous car vous n'étiez pas partie à cet accord et il ne vous a pas été divulgué, mais elle nous dit quelque chose d'important sur l'intention. J'ai dit, oui, elle nous dit qu'elle a planifié cela. Karen a hoché la tête. Puis elle a dit, j'aimerais faire venir un collègue à moi qui s'occupe des affaires de fraude. Son nom était Mark Seller. Il avait 51 ans, calme et méticuleux comme le sont les gens qui ont passé des décennies à lire des documents. Il a examiné tout ce que nous avions et a demandé des dossiers supplémentaires, en particulier les virements bancaires liés à la compte, qui étaient disponibles auprès de la société de clôture, et les relevés bancaires de Daniel pour les 6 mois précédant le mariage. Daniel était légalement tenu de produire ces relevés en vertu de la demande de communication de pièces. Il l'a fait. Ce que ces relevés ont montré n'était pas seulement le prêt de Patricia. Ils ont montré 3 virements supplémentaires totalisant 11 000 $ de Patricia à Daniel dans les mois entre le prêt et le mariage, avec des libellés comme « soutien familial » et « installation domestique ». Ils ont montré un virement de 8 000 $ de Daniel vers un compte qui s'est avéré être un compte joint qu'il avait avec Patricia. Pas un compte marital, non divulgué à moi, un compte joint qu'il avait maintenu avec sa mère tout au long de notre relation. Ils ont montré un paiement à une société de gestion immobilière que Karen a découverte après un appel téléphonique gérer une petite maison de location à Fairview Park que Daniel possédait. Une maison de location dont je ne connaissais pas l'existence. J'étais marié à un homme depuis 93 jours et il possédait une propriété dont je n'avais jamais entendu parler. Sa mère en avait la clé. Elle avait été achetée 6 ans avant que nous nous rencontrions. Elle générait environ 1400 $ par mois de revenus locatifs qui étaient déposés sur le compte joint qu'il partageait avec Patricia. Je me suis assise dans le bureau de Mark, les mains jointes sur la table, et j'ai dit, de combien parle-t-on au total? Mark a dit, de manière prudente, sur les 3 ans où vous avez été ensemble, y compris les revenus locatifs qu'il déposait sur le compte dont vous n'étiez pas informé, quelque chose de l'ordre de 50 000 à 60 000 $ de revenus qui ne vous ont jamais été divulgués en tant que partenaire financier. J'ai dit, et cela a une importance légale. Il a dit, dans le contexte d'un mariage où vous avez contribué 72 000 $ à un achat commun dans l'attente d'une transparence financière totale, oui, cela a une très grande importance. J'ai pensé à Daniel passant les plats à Pâques pendant que sa mère mentionnait le nom de Cassandra. J'ai pensé au grincement du robinet qu'il voulait toujours réparer. J'ai pensé à la première nuit que nous avions passée ensemble dans l'appartement. À quel point j'étais fier de la peinture au Warmstone dans la cuisine. À la façon dont j'avais préparé le dîner et versé du vin et pensé, c'est le début de quelque chose de réel. Je n'étais pas en colère d'une manière qui nécessite de s'exprimer immédiatement. J'étais en colère d'une manière qui attend. Cela a attendu environ 2 semaines de plus. Pendant ces 2 semaines, Patricia a fait plusieurs tentatives pour me contacter. Elle a appelé une fois et a laissé un message vocal de 3 minutes qui commençait par « Nora. Je pense que nous devons parler comme des adultes. » Je l'ai envoyé à Karen sans écouter le reste. Elle a envoyé des messages à Daniel à plusieurs reprises, et Daniel, apparemment enhardi par quelque chose, le désespoir, les conseils de sa mère. La folie spécifique d'un homme qui croit encore que la situation est rattrapable m'a transféré un de ses messages avec un message joint qui disait « Elle veut juste s'expliquer. Elle pense que ça a dégénéré. Pouvons-nous s'il te plaît parler ?» J'ai répondu à Daniel « Veuillez adresser toutes les communications à Karen. » Patricia a également, et c'est la partie qui m'a même surprise, s'est rendue à l'appartement de Lakewood et a sonné 3 fois un mercredi après-midi. Je n'étais pas là. Le voisin d'en face, un homme plus âgé nommé Arthur, qui était à la retraite et à la maison la plupart du temps, et qui avait développé une aversion tranquille et voisine pour Patricia après l'incident du plat de cocotte, m'a envoyé un message pour me le faire savoir. J'ai remercié Arthur. J'ai informé Karen. Karen l'a noté. Ce que Patricia ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je parlais discrètement à des gens. Pas publiquement, pas sur les réseaux sociaux, pas d'une manière qui pourrait être qualifiée de campagne ou de vengeance. Discrètement, comme on partage une vérité nécessaire avec des gens qui méritent de la connaître.
Rachel savait tout. Je l'avais appelée la deuxième semaine et lui avais raconté toute l'histoire, y compris le prêt, le compte joint et la propriété locative. Et Rachel était restée silencieuse au téléphone si longtemps que j'avais vérifié si l'appel n'avait pas été coupé. Puis elle a dit, je lui avais dit. Je lui avais dit il y a des années que ça allait détruire quelque chose. Je suis tellement désolé, Nora. Puis elle a dit, de quoi as-tu besoin? Je lui ai dit que j'avais besoin d'une chose de sa part et que je le lui dirais le moment venu. J'ai aussi informé ma superviseure directe au travail, une femme nommée Donna Ferré, qui me connaissait depuis 4 ans, et qui a répondu à mon bref résumé factuel de la situation en disant, Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin de notre part? Et puis, vous avez le calendrier de vacances de tout le service. Vous savez où se trouvent les gens si vous avez besoin de témoins ou de témoignages de moralité. Et j'ai dit à ma meilleure amie, Priya Shah, qui était mon amie depuis que nous étions à l'université ensemble, et qui, quand j'ai fini d'expliquer, a dit, d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait en premier? Priya était celle qui a suggéré que je documente également la chronologie de la présence physique de Patricia dans l'appartement, les dates où elle était apparue sans préavis, les articles qu'elle avait apportés et stockés, les changements qu'elle avait apportés à l'espace sans permission. J'avais noté 3 visites inopinées. Priya a souligné que si Patricia voulait revendiquer des droits sur la propriété, l'inverse était également vrai. Nous pouvions qualifier ces entrées non autorisées d'intrusion. Karen a confirmé que c'était une perspective intéressante et qui valait la peine d'être conservée. Au moment où la séance de médiation formelle a été fixée, une exigence en vertu des termes de l'accord d'achat avant que tout litige immobilier ne puisse être porté devant les tribunaux, je me préparais depuis 6 semaines. J'avais organisé la documentation en 4 catégories, les contributions financières et l'omission de divulguer le prêt, la propriété locative dissimulée et le compte joint non divulgué, les entrées non annoncées de Patricia et la demande de loyer. Et une chronologie du mariage démontrant le modèle de dissimulation financière. J'avais imprimé tous les documents pertinents, numéroté chaque pièce à conviction et rédigé un résumé de 3 pages que Karen a décrit comme le mémoire préparé par un client le plus clair qu'elle ait reçu en 22 ans de pratique. J'ai également, sur les conseils de Mark Seller, transféré 4 comptes spécifiques, tous à mon seul nom, toutes mes économies prénuptiales, vers des institutions qui n'avaient aucun chevauchement avec les comptes que Daniel et moi partagions. J'avais légalement droit à chaque dollar. Je l'ai déplacé en plein jour avec documentation, et j'ai envoyé une note à Karen chaque fois. Daniel, dans les semaines précédant la médiation, oscillait entre 2 modes. Le premier était des SMS et des messages vocaux d'excuses décrivant l'influence de sa mère comme contrôlant ses propres choix comme faibles. Le prêt comme une erreur qu'il aurait dû divulguer et qu'il prévoyait de faire éventuellement, juste en attendant le bon moment. Le deuxième mode était plaintif, pouvons-nous parler? Pouvons-nous dîner? Je pense toujours que nous pouvons arranger ça. Ma mère s'est trompée, mais j'essayais de nous protéger. Le mot « protéger ». Il a utilisé le mot « protéger » ou pour décrire la dissimulation d'informations financières à la femme qu'il avait épousée. Et chaque fois que je le lisais, je pensais à quel point je m'étais protégé tranquillement et sans annonce au cours des 6 semaines précédentes. Je n'ai pas répondu aux SMS ni aux messages vocaux. Je n'étais pas cruel dans mon silence. J'étais simplement clair. Patricia a tenté une dernière communication directe 12 jours avant la médiation. Elle m'a envoyé une lettre, une vraie lettre physique manuscrite sur du papier crème de 4 pages qui constituait, pour autant que je puisse l'interpréter, une combinaison de justifications et de griefs. Elle a écrit qu'elle avait toujours eu l'intention de soutenir le mariage de Daniel. Elle a écrit que l'arrangement du prêt lui avait été mal présenté par son propre avocat, et qu'elle n'avait pas pleinement compris les implications. Elle a écrit qu'elle était une mère et que son instinct était de protéger son fils et qu'elle espérait que je pouvais comprendre cela, qu'en tant que fille je devais savoir ce que cela faisait. Elle a écrit que le paiement mensuel avait été une suggestion et non une exigence, et qu'elle l'avait considéré comme la formalisation d'un arrangement qui aiderait tout le monde à se sentir en sécurité. Puis, à la 4e page, elle a changé de ton. Elle a écrit qu'elle était consciente que j'avais consulté des avocats et que j'avais partagé des informations sur les finances de Daniel avec des tiers, ce qui, je supposais, signifiait Rachel et peut-être d'autres. Elle a écrit qu'elle trouvait ce comportement hostile et préoccupant. Elle a écrit qu'elle espérait que je reconsidérerais mon approche avant la médiation et me souviendrais qu'il y avait des gens qui aimaient Daniel et qui observeraient comment cela serait géré. Je l'ai lu 2 fois. J'ai photographié chaque page. Je l'ai mise dans le dossier des preuves sous les communications écrites de Patricia. Puis je me suis assise à mon bureau et j'ai réfléchi à ce qu'elle me disait réellement.
Et ce qu'elle me disait réellement, c'est « j'ai peur ». Elle affichait de l'autorité parce qu'elle sentait le sol bouger sous elle. Et les gens qui ont peur de perdre le contrôle affichent leur autorité plus fermement. Elle avait passé toute sa vie d'adulte à gérer les relations de Daniel en faisant peur aux autres femmes. Je n'avais pas peur d'elle. Je n'avais pas eu peur d'elle depuis le matin où j'avais photographié son message sur l'écran de son téléphone. Et chaque morceau de papier qu'elle m'envoyait, chaque message vocal qu'elle laissait, chaque apparition non autorisée dans un appartement auquel elle n'avait aucun droit, devenait, avec une efficacité tranquille et ordonnée, une preuve. La séance de médiation a eu lieu un jeudi matin de novembre dans une salle de conférence d'un cabinet d'avocats à Beechwood. Étaient présents, moi et Karen, Daniel et son avocat, un homme nommé Gérald, qui était agréable et dont je pouvais dire en 20 minutes qu'il n'était pas pleinement conscient de tout ce que son client avait dissimulé, Patricia et sa propre avocate. Une femme que je n'avais pas rencontrée auparavant, et le médiateur, un ancien juge des affaires familiales nommé Richard Ross, qui avait des sourcils argentés et le calme spécifique d'un homme qui a vu toutes les versions de cette histoire et n'est surpris par aucune d'elles. Karen a présenté notre position en premier. Elle l'a exposée méthodiquement dans l'ordre exact où je l'avais organisé, la contribution de 72 000 $, le prêt non divulgué, la clause manuscrite que Patricia avait écrite 9 mois avant le mariage, le compte joint dissimulé. La propriété locative générant 1 400 $ par mois de revenus dont je n'avais jamais été informé, et la chronologie des entrées non autorisées de Patricia dans le domicile conjugal. Chaque élément était documenté. Chaque document était numéroté. Quand Karen a posé la pile sur la table, elle faisait 3 pouces d'épaisseur. L'avocat de Daniel, Gérald, a regardé la pile avec une expression que je ne peux décrire que comme l'équivalent professionnel de « oh, non ». L'avocate de Patricia a demandé à voir l'accord de prêt. Karen l'a produit. L'avocate de Patricia a lu la clause manuscrite, a regardé sa cliente, puis a regardé son bloc-notes un long moment avant d'écrire quelque chose. Daniel n'a rien dit pendant les 45 premières minutes. Il est resté assis, les mains sur la table, et a regardé les documents pendant que Karen les décrivait, et je l'ai vu comprendre en séquence à quel point j'avais été minutieuse. Patricia a parlé. Elle a parlé 2 fois. La première fois, ce fut pour contester la caractérisation de ses entrées dans l'appartement comme non annoncées. Elle avait frappé, a-t-elle dit, et Daniel l'avait laissée entrer, elle avait donc été invitée. Karen a noté que ma déclaration antérieure consignée, transmise par son intermédiaire le mois précédent, avait explicitement demandé à Patricia de ne pas entrer dans l'appartement sans un préavis écrit de 24 heures de ma part spécifiquement. Et que l'entrée subséquente après cette déclaration constituait une violation de limite, peu importe si Daniel avait ouvert la porte, puisque j'étais une co-occupante dont les préférences déclarées étaient enregistrées. L'avocate de Patricia a posé sa main sur son bras avant qu'elle ne puisse répondre. La deuxième fois que Patricia a parlé, c'était vers la fin de la séance. Richard Ross avait demandé directement à Daniel s'il m'avait divulgué l'existence du prêt et du compte joint avant ou pendant le mariage. Et Daniel avait dit calmement, sans me regarder, non. Patricia a dit presque par réflexe, il essayait de maintenir la paix. Il ne voulait pas vous stresser, Nora. Il protégeait le mariage. Richard Ross l'a regardé sans expression et a dit, je préférerais que les parties laissent leurs avocats parler, s'il vous plaît. Patricia a serré les lèvres et n'a plus rien dit. Ce qui a émergé de la médiation au cours des 6 heures fut ceci, l'avocat de Daniel, Gérald, a proposé un cadre de règlement qui reconnaissait le prêt non divulgué, la propriété dissimulée et le compte joint. Et proposait que je sois formellement reconnu comme copropriétaire de l'appartement de Lakewood avec tous les droits sur mon pourcentage de l'équité, que le revenu locatif de la propriété des 3 années précédentes soit calculé et partiellement attribué à moi comme revenu marital non divulgué. Et que la clause de l'accord de prêt que Patricia avait écrite soit formellement déclarée nulle en ce qui concerne mes obligations, que je n'avais jamais acceptées. En échange, j'ai accepté par l'intermédiaire de Karen de ne pas poursuivre la qualification de fraude en tant que plainte civile formelle, à condition que le règlement soit finalisé dans les 60 jours. Karen m'avait dit à l'avance que Gérald proposerait probablement cela et que c'était un résultat raisonnable d'un point de vue purement juridique, et que je pouvais l'accepter ou poursuivre un litige. Et que le litige m'apporterait potentiellement plus mais prendrait 2 ans et coûterait de l'argent que je préférerais garder. Elle a dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je veux que ce soit fini. Je veux que ce soit propre. Je veux qu'il ait à dire par écrit qu'il m'a caché ces choses. Karen a dit, le règlement exigera exactement cela. Le règlement a été signé 48 jours plus tard.
Il exigeait que Daniel reconnaisse formellement dans un document juridique écrit joint à notre demande de divorce qu'il avait omis de divulguer le prêt de Patricia, le compte joint et la propriété locative avant ou pendant le mariage. Et que mes 72 000 $ constituaient une contribution financière documentée à l'appartement de Lakewood me donnant droit à 51% de l'équité. Les revenus locatifs de la propriété des 3 dernières années ont été partiellement attribués, 22 000 $ à moi. L'appartement devait être vendu dans les 6 mois, le produit étant divisé selon les pourcentages d'équité, où je pouvais racheter la part de Daniel à sa valeur marchande évaluée. Je l'ai acheté. J'avais l'argent. J'avais toujours eu l'argent. Le titre de propriété de l'appartement de Lakewood a été corrigé un mardi matin de décembre, 3 semaines avant les fêtes. Mon nom est apparu sur ce document pour la première fois. Je me suis tenu dans le bureau de Karen et je l'ai tenu et j'ai pensé à la peinture au Warmstone dans la cuisine, aux tomates que je cultivais sur le balcon, à chaque matin où j'avais fait du café dans cette cuisine. Ne sachant pas que mon nom ne figurait pas sur le papier qui disait à qui appartenait la maison, il y était maintenant, les 2 noms. Et puis quand le divorce a été finalisé 4 mois plus tard, juste le mien. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Daniel. Le divorce a été finalisé un mercredi après-midi d'avril. Daniel était représenté par Gérald, qui avait été professionnel tout au long, mais dont j'ai remarqué, lors de notre dernière séance, qu'il avait développé la discrétion prudente spécifique d'un avocat gérant un client en qui il avait perdu toute confiance. Les termes étaient ceux que nous avions négociés, l'appartement, la répartition des revenus locatifs, la reconnaissance de la dissimulation. Daniel n'a pas contesté les termes dans la dernière demande. Sa signature était sur les documents, et sa signature était stable, quoi qu'il se passait derrière ses yeux. Il est retourné à Westlake, non pas dans la maison de Patricia, je l'ai appris de Rachel, qui me l'a dit avec une sorte de neutralité prudente, mais dans une location à proximité. L'entreprise de construction où il travaillait comme chef de projet était une entreprise où sa réputation était en partie liée à son image de professionnel stable et axé sur la famille. Rachel m'a dit 2 mois après que le divorce soit définitif qu'il y avait eu quelques discussions au sein de l'entreprise. Pas un licenciement, pas une action formelle, mais le genre de réévaluation discrète qui se produit lorsque certains faits deviennent connus dans certains cercles. Il était toujours employé là-bas, pour autant que Rachel sache, mais une promotion qu'il attendait au printemps ne s'était pas matérialisée. La propriété locative à Fairview Park s'est avérée avoir un locataire dont le bail expirait en été. Sans les revenus locatifs se déposant discrètement sur le compte joint qu'il partageait avec Patricia, la situation financière de Daniel était considérablement différente de ce qu'elle était lorsqu'il gérait 2 sources de revenus sur le salaire reconnu d'une personne. Il n'était pas démuni. Il n'était pas ruiné. Mais les marges confortables qu'il avait maintenues, celles qui dépendaient de la dissimulation, avaient disparu, et il vivait maintenant sans ce coussin. Il m'a appelé une fois, 6 semaines après le divorce. J'ai décroché, ce qui m'a un peu surprise, mais j'étais suffisamment calme à ce moment-là pour que la curiosité l'emporte sur l'évitement. Il a dit, « Je veux que tu saches que je suis désolé. » Il l'a dit comme s'il le pensait. Je crois qu'il le pensait probablement. J'ai dit, « Je sais. » Il a dit, « Je ne sais pas à quoi je pensais. » J'ai dit, « Je pense que tu pensais que ça s'arrangerait et que je n'aurais jamais besoin de savoir. » Il est resté silencieux. Puis il a dit, « Oui, je pense que c'est exactement ce que je pensais. » J'ai dit, « C'est le problème, Daniel. » Ça a toujours été le problème. Je ne l'ai pas dit avec colère. Je l'ai dit avec la clarté spécifique de quelqu'un qui a déjà fait la paix avec une vérité. Puis j'ai dit au revoir et j'ai mis fin à l'appel et je me suis assise dans mon appartement. Mon appartement à mon nom, payé avec mon argent, avec la peinture au Warmstone dans la cuisine et les tomates qui repoussent sur le balcon. Et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire du reste de ma soirée. J'ai fait des pâtes. J'ai versé du vin. J'ai regardé quelque chose que je voulais vraiment regarder sans négocier ni faire de compromis ni être consciente de l'humeur de quelqu'un d'autre dans la pièce, et j'ai ri sincèrement de quelque chose de drôle à l'écran pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais le suivre. Maintenant, Patricia. Je veux lui rendre un compte complet, car elle l'a mérité et parce que ses conséquences ont été, à certains égards, plus complètes que celles de Daniel, et parce que je pense qu'elle avait opéré si longtemps sur l'hypothèse que ses méthodes ne la trahiraient jamais. Qu'elle était sincèrement mal préparée à l'échec lorsqu'il est survenu. Le rôle de Patricia dans la dissimulation du prêt, la clause manuscrite, l'arrangement non divulgué, le modèle documenté d'encouragement de Daniel à maintenir le compte joint sans me le dire,
a été entièrement décrit dans les documents de règlement et dans la demande de divorce. Ces documents sont des registres publics. Rachel, qui travaille dans les organisations communautaires dont Patricia fait partie depuis des années, m'a dit qu'il y avait eu des conversations, pas explosives. Le genre de conversation calme et sérieuse, le genre où les gens se regardent et réajustent leur compréhension de quelqu'un qu'ils pensaient connaître. Patricia avait construit son identité en grande partie autour d'une image particulière, la mère dévouée, la femme d'église intègre, la femme de famille avant tout. Cette image était difficile à maintenir à côté d'un document juridique public montrant qu'elle avait écrit une clause secrète dans l'accord de prêt de son fils 9 mois avant son mariage et qu'elle lui avait ensuite appris à ne pas le dire à sa femme. Elle a démissionné de l'un de ses postes de bénévolat au printemps. Rachel a dit que c'était présenté comme une décision de prendre du recul et de se concentrer sur la famille. Rachel et moi avons toutes les deux compris ce que cela signifiait. La relation entre Patricia et Daniel, d'après la description de Rachel, est devenue quelque chose de tendu et de spécifique. Il l'a blâmée, du moins en partie, non pas publiquement, ni d'une manière ouverte ou directe. Il était toujours constitutionnellement incapable de confrontation directe avec elle, mais la chaleur était différente. La visite de Noël cette année-là, a dit Rachel, a été brève. Il n'est pas resté dîner. Patricia, qui avait passé 34 ans en tant que relation principale dans la vie de son fils, avait maintenant un fils qui la regardait et voyait, qu'il l'articulât ou non, le coup de ce qu'elle avait construit. Elle m'a appelé une dernière fois après le divorce. J'ai laissé le message aller sur le répondeur. Elle a laissé un message de 90 secondes que je n'ai jamais écouté. Je ne sais pas ce qu'il disait. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il disait. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire dans une lettre manuscrite de 4 pages sur du papier crème et dans un message texte qui disait « Elle doit comprendre que c'est toujours notre propriété ». Et dans une conversation de cuisine où elle m'a regardé à travers ma propre table et a prononcé le mot « loyer ». Tout ce qui a suivi était un ajout que je n'étais pas obligé de recevoir. J'ai 32 ans maintenant. 1 an et 4 mois se sont écoulés depuis cette médiation de novembre. Je vis dans l'appartement de la Quewood, qui est entièrement le mien, que j'ai acheté à sa valeur marchande évaluée avec de l'argent que j'avais mis de côté pour exactement cette éventualité, car je me préparais à l'éventualité de devoir être autonome depuis mes 20 ans. Quand j'avais vu ma mère compter des coupons d'épicerie. La peinture au Warmstone est toujours dans la cuisine. J'ai repeint la deuxième chambre, celle que Patricia avait décrite comme une future chambre de bébé, d'un vert profond et saturé, la couleur d'une forêt en été, et c'est mon bureau à domicile, et c'est la pièce la plus paisible dans laquelle j'ai jamais travaillé. Je cultive à nouveau des tomates sur le balcon. Cette année, j'ai ajouté du basilic et un petit plant de romarin qui sent, quand le soleil le frappe le soir, comme quelque chose de complètement nouveau. Mon travail est le même et aussi différent. J'ai entrepris un projet le printemps dernier qui attendait que j'aie la capacité de le poursuivre. Un contrat de consultation que j'avais refusé pendant le mariage parce que je gérais trop d'incertitudes domestiques pour entreprendre quoi que ce soit d'ambitieux. Je l'ai accepté l'été après le divorce et cela s'est si bien passé qu'on m'en a offert un deuxième. Je travaille tôt le matin et je me garde les soirées pour moi, ce qui semble une petite chose mais ne l'est pas. Priya et moi dînons la plupart des jeudis soirs. Elle apporte le vin, je cuisine. Nous prenons ce dîner dans divers appartements et avec divers vins depuis 9 ans. Pendant le mariage, cela s'est arrêté. Non pas parce que Daniel a dit non, mais parce que l'énergie du mariage m'a tellement épuisé que je n'avais plus rien pour les choses qui m'avaient toujours restauré. Le retrouver a d'abord ressemblé à enfiler un manteau que l'on aimait et que l'on avait oublié posséder. Rachel vient à Cleveland quelques fois par an pour ses propres raisons, et nous prenons toujours un café quand elle le fait. Ce n'est pas une personne qui exprime le réconfort, mais elle est stable de cette manière spécifique de quelqu'un qui a vu une situation compliquée se dérouler avec honnêteté et n'a jamais prétendu que c'était plus simple que ça ne l'était. Elle m'a dit une fois autour d'un café près de mon bureau qu'elle avait toujours su que Daniel ne serait pas suffisant pour moi. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit, « Je veux dire que tu avais besoin de quelqu'un qui soit au moins aussi honnête que toi. » Et Daniel n'avait jamais été obligé d'être honnête parce que Patricia avait toujours masqué la vérité pour lui. J'y ai réfléchi longtemps. J'y réfléchis encore. J'ai eu un rendez-vous galant depuis le divorce. C'était bien. C'était une personne parfaitement agréable et la conversation était facile. Et à la fin de la soirée, debout au coin de ma rue dans le froid d'octobre, il m'a demandé si je voulais recommencer. Et j'ai dit que je n'étais pas encore prête, ce qui était vrai.
Je ne mesure pas le temps à savoir si je suis prête à recommencer. Je mesure le temps à savoir si je me sens moi-même dans une pièce, seul, ce qui est le test qui compte. Et en ce moment, la réponse est oui. Ce que je sais maintenant que je ne savais pas il y a 3 ans ou 5 ans, ou quand j'étais debout dans une cuisine un mardi matin, tenant une tasse de café pendant qu'un écran de téléphone me disait tout ce que j'avais besoin de savoir, faire confiance à sa propre perception n'est pas de la paranoïa. C'est de l'information. Quand quelque chose ne colle pas, c'est parce que quelque chose ne colle pas. On apprend aux femmes à douter de l'addition. Ne doutez pas de l'addition. La documentation n'est pas une vengeance. C'est une protection. Chaque date que vous notez, chaque SMS que vous photographiez, chaque document que vous copiez est stocké dans un endroit où vous seul pouvez y accéder. C'est vous qui vous protégez d'un avenir où quelqu'un d'autre contrôle le récit de ce qui s'est passé. Construisez le dossier avant de penser en avoir besoin. Vous en aurez besoin. Le silence protège la personne qui vous a blessé, pas vous. Pas les gens qui vous aimaient et ne savaient pas ce qui se passait. Le silence que vous gardez pour épargner à quelqu'un ses conséquences est un paiement que vous faites sur votre propre compte à quelqu'un qui a déjà trop pris. La personne qui vous ment sur l'argent vous mentira sur d'autres choses. Le mensonge n'était pas une erreur ou un moment de faiblesse ou une décision prise sous pression qui ne se reproduira plus jamais. Le mensonge était une information sur qui est cette personne quand elle croit que la vérité lui coûtera quelque chose. Cette information est un cadeau. Utilisez-la. Et cela, que je me dis parfois le matin quand la lumière filtre par la fenêtre de la cuisine et que je suis debout au comptoir avec mon café et que le romarin capte le soleil matinal sur le balcon et que tout est exactement là où je l'ai mis, vous n'avez pas à pardonner à quelqu'un pour vous en libérer. Le pardon est entre vous et votre propre paix. Et votre propre paix ne dépend pas de leur confort, de leur croissance ou de leur compréhension éventuelle de ce qu'ils ont fait. Vous êtes autorisé à sortir des dommages qu'ils ont causés, à fermer la porte et à ne pas regarder en arrière, et à appeler cela la guérison, parce que c'est le cas. J'ai trouvé le reçu à 6h47 du matin, en pyjama. En fouillant dans une poche de veste pour un stylo, j'en ai pris une photo avec mes propres mains. Je l'ai reposée sur le comptoir, je suis allé faire du café. J'avais 31 ans et j'étais marié depuis 93 jours et je savais déjà, au fond de mon être, là où je garde les choses que je sais avec certitude, que tout ce que je ferai à partir de ce matin-là serait une préparation. J'avais raison et je me suis bien préparé. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, si à un moment donné vous avez pensé, je connais ce sentiment, ou, j'ai été dans cette cuisine, ou, je me suis assise en face de quelqu'un qui m'a souri comme ça et a compté sur mon silence. Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Et si vous connaissez quelqu'un qui continue de trouver des excuses pour une personne qui a cessé de les mériter il y a longtemps, partagez cette vidéo car parfois nous avons besoin de voir qu'il est possible de découvrir, de se préparer, et de partir avec tout ce qui nous est dû. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Ici, nous racontons des histoires de femmes qui ont décidé que la vérité valait plus que le confort de ne pas savoir. Une forte étreinte.